Bonjour tout le monde. Alors, après avoir étudié, donc après les premières introductions à la Renaissance comme notion, comme héritage et ensuite comme période, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question de la Renaissance en tant que mouvement culturel comme tel, au sein donc d'une période définie par une notion de la Renaissance. Et nous allons donc nous intéresser à ce mouvement culturel promis à la diversification. Alors, la Renaissance peut être comprise, on l'a déjà dit, comme un mouvement culturel, voire comme une révolution culturelle qui s'articule autour de divers vecteurs intimement reliés. D'un côté, le vecteur de l'humanisme, sur lequel on va revenir. Un autre vecteur qui est esthétique, celui qu'on a déjà évoqué, de l'histoire de l'art, les modèles artistiques, etc. Et enfin, un vecteur qui est celui des styles de vie ou de l'esthétisation de la vie quotidienne, qui vont être un peu la renaissance au quotidien des cours aristocratiques qui vont incorporer ces éléments. Mais nous allons surtout nous intéresser à celui qui va le plus marquer donc la littérature comme telle, qui est la question de l'humanisme. Alors, tout d'abord, humanitas. Qu'est-ce que l'humanité? La renaissance d'un terme. Je cite Peter Gay dans The Enlightenment, The Rise of Modern Paganism. L'idéal de l'humanitas a été introduit à Rome par le cercle philosophique autour de Scipion, développé par Cicéron. Pour Cicéron, l'humanitas était un style de pensée et non une doctrine formelle. Il affirmait l'importance de l'homme en tant qu'être cultivé, maître de son univers moral. L'homme qui pratiquait l'humanité, l'humanitas, était sûr de sa valeur, courtois envers les autres, décent dans sa conduite sociale et actif dans son rôle politique. C'est un homme, en outre, qui affronte la vie avec un scepticisme courageux. Il sait que les consolations de la religion populaire sont destinées à des êtres plus crédules que lui, que la vie est incertaine et que le pessimisme robuste est supérieur à l'optimisme trompeur. L'homme devient homme en se raffinant, il devient même divin. Deus est mortali juvare mortalem, écrit Pline, traduisant un stoïcien grec. Aider l'homme est le vrai Dieu de l'homme. Enfin, l'homme qui pratique l'humanitas cultive sa sensibilité esthétique en même temps qu'il écoute sa raison. Donc, il a le commerce, écrit Cicéron, avec les muses, avec l'humanité et avec la doctrine philosophique. La vertu, insiste Cicéron, n'est rien d'autre que la nature perfectionnée et développée à son point le plus élevé, et il y a donc une ressemblance entre l'homme et Dieu. Est igitur humani cum Deo similitudio. Ceux qui ont parlé le latin et en ont fait un usage correct ne donnent pas au mot humanitas le sens qu'on lui prête communément, à savoir ce que les Grecs appelaient, eux, la philanthropie, c'est-à-dire une sorte d'esprit d'amitié, de bienveillance envers tous les hommes sans distinction. Ils ont donné plutôt à humanitas la force du grec paideia, c'est-à-dire ce que nous appelons l'éducation et la formation dans les arts libéraux. Ceux qui les désirent et les recherchent sincèrement sont très hautement humanisés, écrit Olugel dans les Nuits attiques, donc au IIe siècle après Jésus-Christ. En effet, le désir de poursuivre ce genre de connaissances et la formation qu'elles procurent ont été accordés à l'humanité seule parmi tous les animaux, et c'est pour cette raison qu'elle est appelée humanitas ou humanité. Ainsi, humanitas comportait dès le départ deux significations qui se poursuivent dans son dérivé moderne, l'humanisme, qui aujourd'hui encore peut désigner à la fois la bienveillance humanitaire et une méthode d'étude et de débat impliquant le canon de la tradition classique et un usage soigneux et précis de la langue. En 1333, à Liège, en Belgique, Pétrarque avait trouvé et recopié de sa propre main un manuscrit du discours de Cicéron Pro Archia qui contenait un célèbre passage en défense de la poésie et des lettres littéraires. Ces études, je cite, soutiennent la jeunesse et divertissent la vieillesse. Elles accroissent la prospérité et offrent un refuge et un réconfort dans l'adversité. Elles nous réjouissent quand nous sommes chez nous sans nous gêner dans le grand monde et sont avec nous la nuit
quand nous voyageons et quand nous visitons la campagne. Jusqu'au XVIIe siècle, le terme belles-lettres désignera simplement l'ensemble des œuvres, orales ou écrites, de toutes les disciplines. Montaigne pouvait ainsi affirmer leur universalité en les célébrant, dans son apologie de Raymond de Sebon, ces lettres par les moyens desquelles l'infinité des choses, l'immense grandeur de nature, les cieux en ce monde même et les terres et les mers nous sont découvertes. Ce sont elles qui nous ont appris la religion, la modération, la grandeur de courage et qui nous ont arraché notre âme des ténèbres pour lui faire voir toutes choses hautes, basses, premières, dernières et moyennes. Ce sont elles qui nous fournissent de quoi bien et heureusement vivre et nous guident à passer notre âge sans déplaisir et sans offense. Le terme humaniste était utilisé dans le jargon universitaire italien du XVe siècle pour désigner un étudiant ou un enseignant en littérature classique, y compris en grammaire et en rhétorique. Christeller dit « L'humanisme italien primitif, qui à bien des égards poursuivait les traditions grammaticales et rhétoriques du Moyen-Âge, ne s'est pas contenté de donner un nom plus ambitieux, Studia Humanitatis, l'étude de l'humanité, à l'ancien trivium, à l'apprentissage donc de la rhétorique et la grammaire. Mais a également accru sa portée, son contenu et son importance réelle dans les programmes des écoles et des universités, ainsi que dans sa propre et vaste production littéraire. Les études de l'humanité, des humanités, Studia Humanitatis, excluaient la logique, mais ils ajoutaient la grammaire, non seulement, ils ajoutaient à la grammaire et à la rhétorique, non seulement l'histoire, le grec, la philosophie morale, mais aussi la poésie et d'autres composantes. L'humaniste, dit Borio, est celui qui recherche les œuvres classiques dans leur pureté originelle. Il ne le fait pas par goût de l'étude gratuite, mais pour y trouver un savoir qui débouche sur une sagesse. Dès lors, non seulement on pu lire l'Antiquité et se fabriquer des savoirs nouveaux à partir des sagesses anciennes, dès l'émergence des valeurs morales et politiques, qui sont de là l'émergence des valeurs morales et politiques qui sont encore pour nous celles de l'humanisme. Une fois la langue maîtrisée sur le plan grammatical, elle pouvait être utilisée pour atteindre la deuxième étape, l'éloquence ou la rhétorique. Cet art de la persuasion n'est pas un art pour lui-même, mais l'acquisition de la capacité de persuader les autres, tous les hommes et toutes les femmes, de mener la bonne vie. Comme le disait Pétrarque, il vaut mieux vouloir le bien que connaître la vérité. La rhétorique a donc conduit à la philosophie et l'a embrassée. Bruni, l'érudit le plus éminent de la nouvelle génération, a insisté sur le fait que c'est Pétrarque qui nous a montré la voie. Mais c'est à l'époque de Bruni que le mot humaniste a été utilisé pour la première fois et que les sujets d'étude sont la grammaire, la rhétorique, la poésie, la philosophie morale et l'histoire. Et la diffusion européenne de ce courant nouveau de l'humanisme va être la source de ce qu'on appellera la République des lettres. Guillaume Fichet écrit ainsi à Robert Gagin en 1470 « J'éprouve un très grand contentement en voyant les muses et toutes les parties de l'éloquence que l'âge précédent avait ignorées fleurir enfin dans cette ville, c'est-à-dire Paris. Au temps de mes jeunes années, je m'étonnais de voir qu'à Paris, un orateur ou un poète était chose plus rare qu'un phénix. Personne n'étudiait nuit et jour Cicéron, comme beaucoup le font aujourd'hui. Personne ne savait faire un vers correct, ni scander les vers d'autrui. L'école parisienne avait désappris la latinité, et tous ses docteurs, ou presque, en étaient descendus à un langage barbare. Mais à présent, nous voyons enfin des jours meilleurs, car pour parler le langage des poètes, les dieux et les léès font renaître chez nous la science du bien-dire. Et très important aussi, les humanistes ne s'instruisent pas tout seuls, mais ils s'instruisent les uns les autres par la correspondance, par les lettres. Nous l'avions déjà évoqué pour Pétrarque. Maintenant, les hommes ont appris à se connaître, écrit Étienne Dolé. Maintenant, ils jouissent de la lumière de toutes choses, alors qu'auparavant, plongés dans les ténèbres, ils n'étaient que des misérables aveugles. Donc, on voit que c'est la déclinaison toujours du même mythe qu'on a déjà évoqué. Pendant toute cette période, le latin était la seule langue que tous les gens instruits parlaient, puisqu'il constituait la base du programme scolaire. Si l'on voulait faire carrière dans l'Église, dans l'administration ou dans l'enseignement, il fallait donc apprendre le latin. En outre, le latin servait de marqueur de classe. Un agent, par définition, était quelqu'un qui avait le loisir et les ressources nécessaires pour apprendre une seconde langue difficile qui n'avait pas l'utilité immédiate de l'agriculture, de l'imprimerie ou de la couture. La découverte du grec fit aussi l'effet
d'une révolution mentale. On l'a déjà évoqué, le fait qu'on ne le connaissait pas et que tout à coup, on va se mettre à le connaître et en grande partie grâce à l'imprimerie et on se mettra même à étudier la langue grecque. En 1529, par exemple, en France, le Collège royal commence à enseigner le grec ancien. Mais parallèlement, on l'a déjà évoqué, c'est l'époque de la légitimation des langues vernaculaires. Et on se pose la question d'où viennent les langues, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs langues. Alors il y a bien sûr le mythe de Babel, mais là on est à un autre niveau d'historiographie, on commence à créer des traités qui traitent la question de l'évolution des langues, etc. etc. On commence à défendre les langues vernaculaires, donc écrire en français c'est à l'époque faire œuvre militante. Ainsi en 1529, Geoffroy Tory se justifie. J'en vois qui veulent écrire en grec et en latin et ne savent encore pas bien parler français. Il me semble, sous correction, qu'il serait plus beau à un Français écrire en français qu'en autre langue, tant pour la sûreté de son dit langage français que pour décorer sa nation et enrichir sa langue domestique, qui est aussi belle et bonne qu'une autre quand elle est bien couchée par écrit. Donc là, vraiment une transformation parce qu'on se met à valoriser le français, à le mettre à l'égal du latin. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas écrit en français pendant le Moyen-Âge. Évidemment, Chrétien de Troyes, etc., etc., il y avait une grande effervescence de la littérature française. Mais là, la question, c'est qu'on se dit, il faut apprendre la grammaire française et il faut l'ériger à l'égal du latin. On étudie le latin comme on ne l'a jamais fait, et en même temps, on commence à étudier les langues et à les enseigner comme on n'a jamais fait aussi auparavant. Donc, en 1549, Du Bellay fait paraître La défense et illustration de la langue française, qui est un texte essentiel et qui a eu un grand retentissement. L'inspiration est avant tout patriotique, l'affection naturelle envers ma patrie, je cite. Le français doit s'affirmer contre l'italien, les prétentions italiennes, et à la fois se démarquer des littératures latines et grecques tout en s'appuyant sur elles. C'est là le paradoxe un peu de la Renaissance, c'est l'idée de dire on va apprendre ce qu'il y a de mieux dans le latin, on va prendre le mieux ce qu'il y a dans le grec et on va épurer la langue nationale, dans ce cas-ci française. Et c'est d'ailleurs le grand moment où il y a quantité de néologismes latins et grecs qui sont incorporés dans les langues, l'espagnol, l'italien, le français, etc. Donc, beaucoup de mots que nous utilisons, qui ont d'origine latine et grecque savante, viennent de cette époque-là. Évidemment, après, il y a tous les mots qui viennent du latin par évolution normale de comment le latin est devenu les langues romanes, donc le français, l'espagnol, le catalan, le galicien, etc. Mais à la Renaissance, il y a une volonté concrète de créer des néologismes, comme néologisme d'ailleurs, pour enrichir la langue. Alors, l'argumentation de Du Bellay reprend celle du dialogue des langues de Sperone et Seroni, qui défendait l'italien contre le latin. Et là aussi, c'est très intéressant, parce que ça va être un peu la même chose avec les nationalismes. C'est que chacun est nationaliste, mais tout le monde se copie la manière d'être nationaliste. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour les langues. Donc, c'est Speroni qui, en 1542, défend l'italien et Du Bellay va reprendre son argumentation pour défendre le français. Toutes les langues sont à l'origine d'égale valeur, et si elles varient de richesse, c'est que les créateurs n'ont pas partout fait preuve de la même diligence. Le français n'a donc rien d'une langue barbare, et s'il paraît pauvre au regard du latin et du grec, on le doit attribuer à l'ignorance de nos majeurs, qui nous ont laissé notre langue si pauvre et nue qu'elle a besoin des ornements, et s'il faut ainsi parler, des plumes d'autrui. Donc le texte de Du Bellay est d'ailleurs très beau aussi en soi-même, et c'est une défense et illustration de la langue et de l'utilisation de la langue française. Cette langue, étant donné le progrès actuel de l'esprit, voire l'imprimerie ou l'artillerie, est heureusement perfectible. D'ailleurs, les langues anciennes elles-mêmes n'ont pas toujours eu la qualité que nous leur connaissons, et les vieux Romains ont eu pour mérite essentiel de transmuer leur langue d'un lieu sauvage et en un domestique pour lui permettre de donner ses plus beaux fruits. De la même façon, le français, qui commence encore à jeter ses racines, sortira de terre et s'élèvera en telle hauteur et grosseur qu'elle se pourra égaler au même grec et
romain. D'ailleurs, comment illustrer la langue française? En se mettant à l'école de l'Antiquité, répond Du Bellay, mais en imitant et en renonçant à la servile traduction. D'ailleurs, traduire est impossible car on trahit toujours et on ne peut de toute manière rendre ce je ne sais quoi propre seulement à chaque langue. Les Latins eux-mêmes n'ont point traduit les Grecs, ils les ont imités, se transformant en eux, les dévorant, et après les avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture. Donc toujours des images très concrètes et des métaphores très ancrées aussi dans le concret chez Du Bellay. De la sorte, la poésie française, en imitant les bons modèles, pourra rivaliser avec les poésies antiques. On cultivera l'élégie, l'épître, la satire, l'églogue. Au-dessus de ces petits genres, on placera enfin le sonnet, l'ode et surtout l'épopée. Nous y reviendrons quand nous parlerons de la poésie. La Défense propose alors deux moyens d'enrichir une langue dont elle admet l'actuelle pauvreté, le néologisme et l'archaïsme. En même temps, on pourra recourir à des tours nouveaux. Par exemple, utiliser l'infinitif, le verbe aller, ça devient l'aller. Donc, l'adjectif substantivé, le frais des ombres, les constructions verbales inaccoutumées, tremblant de mourir, le remplacement de l'adverbe par l'adjectif, il combat obstiné, et on multipliera métaphores, allégories, comparaisons, en tant d'autres figures et ornements sans lesquels tout horizon et poème sont nus, manquent et débiles. Mais le propos de Du Bellay, par-delà les conseils techniques qu'il prodiguait ainsi aux écrivains, était avant tout de redonner au poète les moyens de reconquérir la haute place que l'Antiquité lui avait assignée. La poésie désormais sera grande et à la mesure de la dignité de la langue française. L'ouvrage va susciter plusieurs critiques, notamment de la part des défenseurs des anciens genres, bien français, face à l'aristocratie élitiste des humanistes classicomanes. Et ainsi, Hanon écrit « Tu ne fais autre chose partout l'œuvre, même au second livre, que nous induire à gréciser et latiniser en français, vitupérant toujours notre forme de poésie comme vile et populaire, attribuant à isseux toutes les vertus et louanges de bien dire et bien écrire, et par comparaison montre la pauvreté de notre langue sans y remédier nullement et sans l'enrichir d'un seul mot, d'une seule vertu, ni bref de rien, sinon que de promesses et d'espoir, disant qu'elle pourra être, qu'elle sera, qu'elle viendra, mais quoi, quand et comment? Est-ce la défense et illustration, ou plutôt offense et dénigration? Et donc c'est intéressant parce que au fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous ceux qui finalement sont en train de dire « Ouais, mais nous, on a de la poésie française depuis des siècles, et ce n'est pas toi, Du Bellay, qui va venir et nous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire par rapport au latin et au grec. » Donc, il y a comme un courant aussi qui, comme je dis, la Renaissance, l'humanisme, tout ça, ce n'est pas juste une voix et un seul discours. C'est fait de beaucoup de tensions, de contradictions, de contre-courants, etc., etc. Mais Du Bellay, qui par ailleurs était aussi un grand connaisseur de la poésie française et un grand amateur de la poésie française précédente, il répondra à ces critiques qu'il suffit de pratiquer les anciens avec assez d'assiduité pour que le meilleur de leur forme, de leur pensée et de leur manière de dire se coule en lui et devienne sa propre matière. C'est ce que Faguet appellera l'innutrition. Donc toujours un peu cette idée aussi de gastronomie, de s'incorporer, s'approprier, phagocyter de façon un peu cannibale. Alors voilà donc une sorte de révolution de la tradition, paradoxe, non, qui est important pour cette période. Dans un programme d'enseignement et d'apprentissage, Battista Guarino nous dit quels auteurs son père, un célèbre professeur, a enseigné. Et donc, ce n'est plus du tout les mêmes auteurs qui avaient été avant évoqués. Et en fait, il donne une liste qui est une liste très importante pour le tri sélectif que va faire la Renaissance de l'Antiquité. Parce que l'Antiquité est toujours a posteriori, si on l'appelle l'Antiquité, et en fait, on garde toujours des éléments
de l'Antiquité, que ce soit certains livres, certains auteurs, certains courants de pensée, etc. Alors, il cite des figures qui vont être très importantes pour la Renaissance. Alors, pour l'histoire, Valérius Maxime, Valère Maxime, Justin, pour la poésie, donc Virgile, mais aussi Lucain, Stase, Ovide, les Métamorphoses, en poésie, les tragédies, en théâtre, les tragédies de Sénèque, les comédies de Plaute et de Terence, en rhétorique, Cicéron, en philosophie, Cicéron aussi, Aristote et Platon, etc. Donc, il y a une double révolution par rapport au savoir qui avait été transmis par les universités médiévales. Il y a une double révolution des sources. On n'a plus les mêmes sources et de la manière de les lire, c'est-à-dire de la réception. Donc, il y a une expansion du canon classique, notamment avec les Grecs qui avaient été oubliés, mais aussi avec des latins qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas, et aussi une nouvelle façon de lire. L'humaniste fait effort pour pénétrer le texte de façon à comprendre les intentions de l'auteur et à respecter l'esprit d'une époque. C'est vraiment les humanistes qui commencent à travailler avec l'Antiquité comme une période révolue, historique, comme un tout culturel, et aussi, enfin, de façon personnalisée. Revenir à l'Antiquité pour mieux être présent à son temps, donc paradoxe, lire les auteurs de Rome et d'Athènes pour mieux être soi-même, autre paradoxe, tel est l'essentiel de la méthode humaniste. Donc, les érudits humanistes se lancent à la recherche de textes antiques et non seulement ils les découvrent, mais ils les font diffuser par l'imprimerie et ils le commentent. Et c'est ainsi qu'il y a des sortes de des véritables best-sellers de la Renaissance et qui sont avant tout l'antique. Donc, s'il fallait dire c'est quoi que les gens de la Renaissance ont le plus lu, ce n'est pas tellement les auteurs de la Renaissance comme tels que nous lisons quand nous parlons comme dans votre corpus, et qu'on dit, bon, les textes de la Renaissance qu'il faut lire, en fait, les gens, ce qu'ils lisaient surtout à la Renaissance, c'était des textes anciens. Et c'est ça qui a été les vrais best-sellers, avec certains autres modernes, comme Erasme et tout ça. Mais vraiment, les best-sellers, c'était Terence, l'auteur de comédie, très diffusé par l'imprimerie, Virgile, mais aussi les poètes élégiaques, érotiques, Catulle, Tibulle, Properce, les satiriques, Horace, Perse, les historiens, Salluste, César, Tite-Live, Valère Maxime, etc., etc. Donc, il y a vraiment comme un panthéon. Et finalement, si vous voulez vraiment bien connaître la Renaissance et comprendre les textes de la Renaissance, au fond, vous êtes un peu obligé de lire aussi les classiques de l'Antiquité parce que ce sont eux qui ont été les plus importants et que beaucoup de textes de la Renaissance sont des imitations et des transformations de ces textes-là. Et ils vont être vraiment repris à la fois au niveau de la forme, à la fois au niveau du fond, à la fois pour les thèmes, les métaphores, même tout simplement parfois carrément plagiés, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout le même rapport, hein, ça c'est très important à tenir en compte, et on le verra pour la littérature, le rapport à l'originalité que vont créer les romantiques au XIXe siècle, ce n'est pas du tout le rapport de la Renaissance. À la Renaissance, ce qu'on va considérer comme une œuvre réussie, c'est une œuvre qui suit les modèles établis avant elle. Et ce qu'on va considérer original, c'est tout simplement la manière de raccommoder les éléments de quelque chose qui était déjà là au début. C'est pour ça que même ceux qui nous semblent les plus originaux et radicaux sont souvent en train de réécrire des textes anciens. Alors, on observe la même chose pour l'art et l'architecture. Il y a une transformation totale de la manière dont étaient incorporées, par exemple, les références antiques. En fait, les artistes, qu'ils soient architectes, sculpteurs, peintres, graveurs, etc., etc., ils veulent redécouvrir le sens original des œuvres de l'Antiquité et s'en nourrir pour à la fois les imiter, mais aussi les transcender, les
les dépasser. Donc, par exemple, l'art du Moyen Âge n'avait pas totalement oublié les formes antiques, mais il l'avait fait à sa manière. Il l'avait médiévalisé, féodalisé. Et donc, par exemple, Mars, le dieu Mars, qui était représenté dans quantité de sculptures de l'Antiquité, il devenait une sorte de chevalier, comme vous voyez ici au Moyen Âge. Donc ça devient un peu une sorte de chevalier féodal, médiéval. Alors que quand Rosso présente Vénus et Mars, il veut reprendre un Mars totalement antique, donc nu intégralement, euh, euh, reprenant les codes donc, de l'époque et les transformant, puisqu'évidemment, jamais l'Antiquité n'avait fait exactement quelque chose comme ce que fait Rosso dans cette gravure. Donc, comme je dis, l'originalité est un travail assez différent. Cela ne peut être dû qu'au fait que l'artiste de la Renaissance était conscient de la distance historique, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur médiéval. En d'autres termes, Mars ne pouvait être considéré comme un chevalier féodal que si l'artiste voyait tout simplement une continuité et que pour lui, c'était tout normal que le dieu de la guerre, il soit habillé comme un chevalier de son époque. Mais dès qu'il est devenu évident que l'Antiquité classique formait un tout historiquement révolu, il y a eu la volonté de le reconstruire dans ses propres termes. Le sens correct, si l'on veut, historiquement, pour la première fois, est annoncé. L'Antiquité donc était en train de connaître une renaissance et qui regardait à la fois en avant et en arrière, comme Pétrarque l'avait dit. Et c'est une nouvelle approche vraiment qui forme part de cette sorte de révolution humaniste. Et il y a une lettre assez intéressante de Machiavel à un ami, qui décrit comment, après une journée difficile, passée au milieu des tribulations, Machiavel avait un poste politique. Il rentrait chez lui, se retirait dans son bureau et, je cite, « pénétrer dans les cours vénérables des anciens à travers la lecture, où je n'ai aucune honte à m'exprimer, où je n'ai pas honte de converser avec eux et de les interroger sur les motifs de leur action, et eux, par bonté humaine, me répondent, je m'absorbe complètement en eux. » Donc le rapport avec ce qu'on lit et avec les anciens est totalement transformé. Pour Machiavel, ça devient à la fois des figures du passé totalement révolues, mais à la fois des contemporains, très paradoxalement. Donc c'est ce paradoxe qu'il faut bien comprendre pour la Renaissance. Pétrarque et ses disciples avaient tendance à souligner ce qu'ils voulaient voir se produire, à savoir que les idées, les valeurs et les langages du passé étaient recréés dans le présent. Cependant, born again, comme les born again Christians, c'est plutôt cette renaissance des born again qui est une récréation, nouvelle création, fondamentalement différente de l'ancienne. Dans quelle mesure alors la tradition classique à la Renaissance marque-t-elle quelque chose de différent de son original antique? Tout d'abord, il faudrait plutôt parler au pluriel, tradition classique au pluriel. Par exemple, une tradition classique associait les empires et les royaumes de la Renaissance aux empires du monde classique. Et c'est pour ça que des fois, on attribuait par exemple à l'origine de la monarchie française Énée qui avait fui Troie, la ruine de Troie, et qui avait été la source, enfin qui avait été le personnage principal de l'Énéide, et qui serait arrivé en France, enfin bon, toute une histoire. Chaque pays a inventé un peu comme ça une sorte de filiation avec l'Antiquité pour comme redorer son blason, littéralement. Mais en même temps,
Donc ça, c'était les monarchies, mais en même temps, Florence, on l'a vu, revendiquait la République. Donc là, par exemple, on a deux traditions classiques qui sont quand même un peu différentes. Parce que l'une va être du côté de l'exaltation de l'Empire et de la monarchie, et l'autre du côté du républicanisme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une tradition classique unique, et ça vaut pour tout, hein, parce que ce n'est pas la même chose d'imiter Apulée ou Pétrone que d'imiter Virgile. Ce n'est pas la même chose d'imiter Sénèque que d'imiter Cicéron, etc. C'est-à-dire qu'on choisit dans l'Antiquité des écrivains qui sont quand même extrêmement différents, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Antiquité, ça recoupe 5 ou 6 ou 7 siècles de création littéraire, artistique, philosophique, etc. Donc évidemment, dans cette période, c'est un peu comme si on parle de nous, comme on le fait d'ailleurs des fois, pour désigner une simple modernité qui aurait commencé au 15e et qui continue au 21e siècle. Vous voyez, puis qu'on disait, bon, ben voilà, ça c'est un ensemble. Et qu'on dit, bon, ben, c'est qui est important dans ces 6 siècles, s'il fallait retenir 3 auteurs, 4 auteurs, c'est un peu ce qui nous arrive avec l'Antiquité. Donc, en d'autres termes, les anciens ont continué à dire des choses différentes à des personnes différentes en fonction des principes utilisés pour récupérer leurs mots, dit Callendorf. En philosophie, évidemment, il y a au moins 4 ou 5 traditions différentes. On dit souvent que le Moyen-Âge était aristotélicien et que la Renaissance est platonicienne, mais encore une fois, c'est une généralisation. Platon est redécouvert, est carrément découvert parce que certains textes avaient complètement disparu au Moyen-Âge. Il est réinterprété et là, il a une force qu'il n'a jamais eue auparavant. Le platonisme est partout dans la littérature, dans l'art, nous avons vu la naissance de Vénus, etc. Mais il y a aussi, il reste que Aristote est important, il y a aussi les stoïciens, et il y a un véritable best-seller, c'est l'édition par Justus Lipsius, qui s'appelle lui-même comme ça en latin alors que c'est un flamand, et qui a édité les œuvres de Sénèque. D'ailleurs, Rubens fait un tableau qui est les 4 philosophes et qui représente vraiment une sorte d'allégorie stoïcienne. Mais on découvre aussi Épicure, et je vous ai mis dans la bibliographie le super livre de Greenblatt, Quattrocento en français, qui raconte comment on redécouvre le manuscrit de Rerum Natura de Lucrèce, et comment ça a été une révolution culturelle à lui tout seul, ce manuscrit, parce qu'on découvre vraiment l'épicérisme que le christianisme avait particulièrement persécuté. On appelait les pourceaux d'Épicure, donc les épicuriens, on les comparait à des cochons, avec une mélecture et une méconnaissance totale de l'épicurisme, mais on considérait que c'était une pure exaltation des plaisirs des sens, et donc le christianisme avait beaucoup lutté contre ça. Donc l'homme réconcilié. Moraliste surtout et chrétien, dit Bono, l'humaniste est un éclectique. Dans la mesure même où il préfère Cicéron et les philosophes romains aux penseurs grecs, il opte pour une philosophie assez éclectique qui est dépourvue de rigueur systématique et nourrie d'apports extrêmement divers. D'ailleurs, les textes de Cicéron de philosophie sont surtout des sortes de réflexions qui parlent de différentes écoles. Cicéron n'a pas voulu créer un système comme Platon ou Aristote. Il est plutôt à l'âge où on brasse les différents systèmes. Et c'est ce que vont faire les humanistes, et c'est ce que va faire Montaigne dans ses essais d'ailleurs. Réhabiliter l'homme, se refuser à ne voir en lui que faiblesse et misère, telle est la leçon essentielle du premier humanisme. L'humanisme s'efforce de restituer à la personne humaine sa liberté et son unité en refusant de séparer l'âme et le corps. Là encore, ça va le poser dans une position assez complexe par rapport au christianisme. D'où le refus de l'ascétisme médiéval. Marguerite de Navarre écrit « Dieu a notre corps mis sur terre, auquel ne devait faire guerre, sinon qu'il est contraire à Dieu ». Donc l'affirmation par Marguerite de Navarre dans la comédie de Mont-de-Marsan de la dignité de l'être humain.
L'affirmation des plaisirs tranquilles, vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grand cher, dit Pantagruel. Accusera-t-on les utopiens un penchant excessif au plaisir? Demande Thomas More dans l'Utopie, qui crée le genre de l'utopie. Ils ont pour principe que la volupté qui n'engendre aucun mal est parfaitement légitime. Et là aussi, par opposition au christianisme le plus radical, parce que là aussi, il faudrait distinguer dans le christianisme différents courants. L'optimisme chrétien conduit même Érasme à définir la vie chrétienne comme la perfection de l'épicurisme spirituel. Et il écrit dans l'Épicurien, « Ils commettent une grosse erreur, ces bavards qui affirment que triste et mélancolique de nature, Jésus nous a par suite conviés à un genre de vie étranger à tout agrément. » Donc, Érasme défend l'épicurisme, ce que vont lui critiquer les protestants et les catholiques. L'affirmation de la nature humaine, qui sans être parfaite a en elle assez d'éléments, sains, raison, cœur ou instinct, pour qu'il soit légitime de lui faire confiance. Les utopiens définissent la vertu, vivre selon la nature. Dieu, en créant l'homme, ne lui donna pas d'autre destinée. Lit-on encore dans l'Utopie. Et chez Érasme encore, chez les esprits bien nés et bien instruits, il n'y a, je le proclame, que très peu d'inclination au mal. En très grande partie, cette inclination ne vient pas de la nature, mais d'une mauvaise éducation, de mauvaise fréquentation, de l'habitude du péché, de la malice de la volonté. Et ça va être un immense débat pendant toute l'histoire de l'Occident par la suite. Est-ce que le mal est inné? Et donc, c'était la question chez Saint-Augustin et le pessimisme que reprend Luther, Calvin, tout ça. Ou est-ce que c'est la mauvaise éducation, donc la culture, qui rend les gens mauvais? Donc, Rousseau, la société, tout ça, tout ça. Donc, ça vient des humanistes, tous ces débats-là. Alors, l'optimisme naturaliste justifie la liberté morale réservée toutefois à l'élite, et qui aboutit à une sorte d'aristocratisme. C'est ainsi que dans Gargantua, il y a le célèbre passage sur l'abbaye de Thélème. Donc, en leur règle n'était que cette clause, fais ce que voudras, parce que gens libères, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les pousse à faits vertueux et retire de vices. Ceux, quand par vile suggestion et contrainte sont déprimés et asservis, détournent la noble affection par laquelle la vertu franchement tendait à déposer et enfreindre ce joug de servitude. Car nous entreprenons toujours chose défendue et convoitons ce qui nous est dénié. Donc, à la fois l'affirmation donc, de cette sorte de bonté naturelle et en même temps la dénonciation de la servitude qui nous provoque l'envie de nous dévoyer. Si l'humanisme est bien le fruit d'une révolution dans les esprits, écrit Borio, c'est sans doute parce que l'humaniste est allé rechercher dans les œuvres de l'Antiquité quelque chose de différent de ce que cherchait le Moyen-Âge. C'est l'homme, en tant que l'humanité, en tant qu'entité autonome, qui est l'objet profond de sa quête. Homo sum nihil humanum a me alienum puto, faisait dire Terence à un de ses personnages. Je suis homme et j'estime que rien d'humain ne m'est étranger. Et ça, ce sera vraiment le motto de la Renaissance qui va lui donner un sens tout à fait différent. Et d'ailleurs, un des textes les plus importants de la Renaissance s'appelle justement La dignité de l'homme, le traité de la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole, à la fin du XVe. Et Dieu s'adresse ainsi à Adam. Toutes les autres créatures ont une nature définie, contenue par les lois par nous prescrites. Toi seul, sauf de toute entrave, suivant ton libre arbitre auquel je t'ai remis, tu te fixeras toi-même ta nature. Je t'ai placé au centre de l'univers afin que tu regardes avec d'autant plus d'aisance alentour de toi tout ce qui est au monde. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel. D'après ton vouloir et pour ton propre honneur, modeleur et sculpteur de toi-même, imprime-toi la forme que tu préfères. Et c'est pour ça que ce texte a été souvent considéré comme un véritable manifeste de la Renaissance, parce qu'il s'oppose totalement à la vision médiévale qui, d'un côté, considérait le corps comme une enveloppe
de chair indigne et méprisable, lieu de tous les péchés, et de l'autre une âme, seule pourvoyeuse de salut. À partir de ce moment, l'homme est considéré dans son intégralité, d'où l'importance aussi de la peinture, de la sculpture, etc., avec ces représentations du nu qu'on a vu, qui était une sorte de nu militant, militant pour l'intégralité de la dignité de l'être humain. Humanisme et pédagogie. Ce rêve de l'homme réconcilié s'incarne avant tout dans une pédagogie qui est opposée diamétralement à l'enseignement médiéval qui perdure encore dans le collège. Et Erasme écrit « On ne dirait pas que c'est une école, mais une salle de torture », en parlant des écoles médiévales. On n'y entend que crépitement de férules, sifflements de verges, cris et sanglots, menaces épouvantables. Et Erasme écrit un livre assez important sur l'éducation, qui va marquer beaucoup l'histoire de la pédagogie moderne. Et il dit que les éducateurs doivent avant tout traiter les enfants avec le respect qu'ils méritent déjà. Et contrairement donc à l'école médiévale. Nous nous voyons aujourd'hui d'individus assez tarés, assez incapables, assez insignifiants pour ne pas être jugés par le commun des mortels aptes à diriger une école. C'est merveille comme ces individus exercent leur violence sous prétexte qu'ils ont plein pouvoir, non sur des fauves, mais à un âge qu'il faudrait choyer par toutes les marques de douceur. Et ensuite, un autre manuel de pédagogie et qui s'oppose au gavage par cœur et on mise surtout sur les aptitudes des enfants à imiter des modèles. Il ne s'agit pas toutefois pour Erasme de produire des traités fondés sur une analyse psychologique de l'enfance, mais plutôt, parce que ça, ce sera plus tard évidemment, mais plutôt de montrer comment cette enfance peut mener l'homme vers son essence, celle de l'état d'homme pleinement, c'est-à-dire d'adulte doué de raison. Erasme s'intéresse aussi, de fait, au problème déjà brûlant de l'éducation des femmes. Et l'utilisation du terme d'homme chez les humanistes englobe très généralement les femmes, ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui ne sera pas d'ailleurs non plus toujours le cas. Mais chez Erasme, il y a déjà cette volonté d'étendre l'instruction aux femmes. Alors, il y a la célèbre lettre de Gargantua à son fils qui promeut un programme d'études aux dimensions encyclopédiques. Et il dit à son fils qu'il va falloir qu'il apprenne les langues, donc non seulement le grec et le latin, mais l'hébreu, le chaldéen, l'arabe, qu'il apprenne la cosmographie, les arts libéraux, la géométrie, l'arithmétique, la musique, le droit civil, la connaissance des faits de nature, donc la biologie, la médecine. Bref, Pantagruel doit, en tant que bon géant, être aussi un géant des savoirs, un abîme de science. C'est un programme qui, évidemment, n'est pas très réaliste, mais il donne une idée des espoirs que l'on fonde à l'époque de Rabelais sur les savoirs nouvellement accessibles. Et vous verrez que Rabelais lui-même utilise tous ces savoirs dans ses romans. C'est-à-dire qu'en fait, Rabelais est en train de prêcher pour sa propre paroisse et que chez Rabelais, il y a à la fois des réflexions biologiques, des réflexions étymologiques, des réflexions médicales, c'était un médecin, etc., etc. Donc, il a incarné lui-même ce rêve d'être un abîme de science, donc une sorte de prodige. L'hymne de Ronsard de la philosophie relève du même type d'ambition. La philosophie, pour Ronsard, doit englober tous les savoirs, pas juste ce que nous, maintenant, on entend comme philosophie, mais tous les savoirs, et connaître aussi bien le monde des démons que le cours des astres, les secrets de nature que la justice et les lois. Et d'ailleurs, Rabelais s'inspire d'Erasme pour la pédagogie, de son personnage Ponocrate, qui va refaire l'éducation de Gargantua, études continuelles, comme le pratiquait Pline l'Ancien, leçon des choses, hygiène, exercice du corps, observation des étoiles. La vie des collèges en vrai va d'ailleurs s'humaniser sensiblement sous l'influence de théoriciens de la pédagogie
et va accorder à l'exercice physique, à la réflexion, beaucoup plus de place qu'avant. Et d'ailleurs, les jésuites, après le Concile de Trente, vont être ceux qui vont le plus incarner, incorporer les préceptes de l'humanisme dans dans leur tradition. Et, et d'ailleurs, ils vont former les élites pendant des siècles. Encore aujourd'hui, il existe encore à Montréal, vous avez encore les collèges des jésuites, etc. Et ils ont continué, grosso modo, jusqu'à la fin du XXe et encore maintenant dans plusieurs pays, à être un peu à l'avant-garde des écoles et de l'éducation, mais souvent concentrés sur des élites, justement. Donc, les 6 premières années sont consacrées par les jésuites à la Studia Humanitatis, l'étude des humanités, à travers les auteurs de l'Antiquité, évidemment un peu expurgés, parce qu'il y avait quantité d'éléments qui ne se réconciliaient pas avec l'enseignement pour des enfants chrétiens. Et après, ce n'est qu'après, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on en vient au texte sacré. C'est l'idée vraiment des humanistes, qu'il faut connaître l'Antiquité et, et relire le christianisme à la lumière des savoirs anciens. Parallèlement, il y a une redécouverte ou carrément réinvention de la nature. L'humaniste voue aussi un culte à une entité que lui a révélée la culture antique, dit Borio, la nature, qu'il connaît à travers le De Natura Rerum de Lucrèce, mais aussi la physique d'Aristote. Cette nature, envisagée comme une force qui anime le monde dans sa variété et sa beauté, n'est pas simplement extérieure à l'homme, puisqu'elle le comprend et l'anime. Alors, c'est très difficile de donner une définition de ce que serait la nature pour la Renaissance. Alors, chez Ronsard, par exemple, elle est sinon l'équivalent total absolu de Dieu, du moins son instrument. Et je cite Ronsard, qui blâme la nature, il blâme Dieu suprême, car la nature et Dieu est presque chose même. Dieu commande partout comme prince absolu, elle exécute et fait cela qu'il a voulu. La nature garantit le caractère ordonné du monde, sa cohérence globale. La mer, le ciel, la terre et chacun élément gardent une loi constante inviolablement, donc cette idée de loi de la nature. Cette nature est également le principe de conservation de la matière, par-delà ce que Ronsard appelle l'altération des choses humaines. Tout est mortel, tout vieillit en ce monde. Il est bien vrai qu'à parler proprement, on ne meurt point, on change seulement de forme en autre, et ce change s'appelle mort quand on prend autre forme nouvelle, dit-il dès l'altération des choses humaines. Chez Montaigne, la nature est un principe inéluctable, mais dont il est plaisant et utile de suivre les ordres. Nature est un doux guide, mais non pas plus doux que prudent et sage, dit-il à l'essai ultime du livre 3. Je quête partout sa piste. Nous l'avons confondu de traces artificielles, et ce souverain bien académique et péripathétique qui est vivre selon Issel, selon la nature, devient à cette cause difficile à borner et exprimer. Vivre selon la nature serait alors accepter le très convenable mariage du plaisir et de la nécessité, et celui également qui fait notre être de l'âme et du corps. Donc, encore une fois, redéfinition par la nature de l'homme, voire de l'âme. Quand Montaigne s'interroge sur la meilleure attitude à suivre pour affronter la mort, c'est à cette nature qu'il prête enfin la parole. Sortez, dit-elle, de ce monde comme vous y êtes entré. Le même passage que vous fîtes de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur, refaites-le de la vie à la mort. Votre mort est une pièce de l'ordre de l'univers. C'est une pièce de la vie du monde. Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. Voilà les bons avertissements de notre mère nature. Chez Rabelais, l'idéal est le même. De même sorte, si la règle à l'abbaye de Thélème, c'est fais ce que tu voudras, fais ce que voudras, c'est que Jean libère, donc comme on a dit, on par nature instinct qui toujours pousse à faire vertueux. Le but de l'éducation, c'est donc de mener l'enfant vers l'observance de ces mêmes lois de la nature. Et la nature est chez Rabelais non seulement la régularité morale d'une conduite de vie, mais principe d'organisation du monde. Physis, nature,
en sa première portée, enfanta beauté et harmonie. Et beauté et harmonie, filles de nature, sont en effet indissociables parmi les valeurs de la Renaissance. Toute beauté est maintenant proportion, dit Borio. Les traités des proportions du corps s'essayent de donner et fixer les canons de la beauté des corps humains. Rappelez-vous l'homme de Vitrube qu'on avait vu dans le t-shirt dans la première capsule. Les Harmoniae Mundi, les harmonies du monde, méditent les règles de cohérence du monde. Et sur le plan littéraire, on travaille à codifier le beau en recherchant les rythmes harmoniques capables de le susciter. Et en musique aussi, évidemment. Alors, il y a un grand débat, nous l'avons déjà un petit peu évoqué, c'est la question de la religion. Le débat qui s'était ouvert à l'époque de Pétrarque sur la question de savoir si certains païens vertueux étaient aussi importants que ceux de la révélation chrétienne. Et pour Pétrarque, c'était le cas pour des figures telles que Virgile ou Cicéron. Lucrèce pose problème. Il est épicurien, il est entre autres atomiste, il croit à une sorte de causalité presque, donc que le monde a été créé par des conjonctions d'atomes, etc. Et Lucrèce était très hostile à la religion avant le christianisme. Il était très hostile aux religions païennes et il affirmait d'ailleurs la mortalité de l'âme, donc ce n'était pas l'âme immortelle. Alors évidemment, Lucrèce, ça va être beaucoup plus compliqué de le concilier avec la religion chrétienne. Et ils vont être beaucoup plus interdits, censurés, et les écrivains qui vont souvent les imiter, mais ils vont quand même devoir montrer patte blanche en affirmant le christianisme et au fond en s'auto-censurant et en censurant leurs propres sources. Alors, évidemment, il va y avoir des ennemis de l'humanisme. D'un côté, les scolastiques. Évidemment, les théologiens, etc., vont s'attaquer contre l'immoralité, le paganisme, l'hétérodoxie de la culture classique. Et ils vont attaquer notamment un humaniste qui s'appelle Reuchlin, et ça va être une affaire assez retentissante. Et Lefebvre d'Étaples va lui écrire « Tous les hommes de sens te soutiennent, si tu ne l'emportes pas, nous serons vaincus avec toi ». Et Reuchlin avait notamment restitué l'hébreu, l'étude de l'hébreu pour comprendre la Bible, ce qui est quand même assez, qui semble pour nous maintenant aller de soi, mais qui à l'époque était déjà considéré comme quelque chose de très dangereux. Et il y avait par exemple, dit Thomas More, une faction s'était créée à Oxford, la faction troyenne, ainsi nommée de sa haine du grec. Les Troyens se moquent de ceux qui prennent goût à l'étude du grec et les molestent en toute manière. Un de ces Troyens, qui se croit sage mais qui agit comme un insensé, a dans un sermon public en plein carême déblatéré non seulement contre la littérature grecque et la culture latine, mais contre tous les arts libéraux. Il n'y allait pas par quatre chemins, il dénonçait comme hérétiques tous ceux qui étudient le grec, les professeurs comme des diables et les élèves comme des diablotins. Et furieux, il appelait diable Érasme même, dont le vrai diable, assurément, ne voudrait pas pour prédicateur, dit de façon très ironique et érasmienne Thomas More, qui était évidemment très proche d'Érasme. Alors, Érasme avait une position assez complexe parce que il voulait en fait refonder le christianisme. Il voulait enrichir la foi par les lettres classiques et débarrasser la piété traditionnelle de ses pratiques abusives, donc les superstitions, ce que les protestants vont complètement dénoncer par la suite. Et c'est pour ça qu'il voulait rendre les textes bibliques à leur pureté originelle de leur langue d'origine. Cette philosophie, écrit Érasme, en parlant de christianisme, ce qui était déjà une façon assez polémique de reconceptualiser le christianisme comme une philosophie.
Cette philosophie est accessible à tous. Le Christ veut que ces mystères soient diffusés aussi largement que possible. Je voudrais que toutes les bonnes femmes lisent l'Évangile et les épîtres de Paul, qu'ils soient traduits dans toutes les langues. Et c'est la préface au Nouveau Testament qu'il présente pour la première fois en grec et qu'il traduit en latin d'une façon complètement différente de la Vulgate qui était utilisée par l'Église jusque-là. Et en 1530, Lefebvre d'Étable publie d'ailleurs la Sainte Bible en français. Ce courant voulait rester fidèle à l'Église tout en purifiant ses mœurs, sa liturgie et sa doctrine. Et pour eux, les humanités sont une propédeutique à l'Évangile, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut connaître avant de bien comprendre l'Évangile. Et ils disent, en ce qu'elle a de meilleur, la sagesse de Socrate, de Cicéron, de Sénèque préfigure celle du Christ. Et c'est un thème que Guillaume Budet appelle de transito hellenismi ad Christianismus, le transit de l'hellénisme au christianisme. Évidemment, dit Erasme, l'écriture sainte doit avant tout faire autorité, mais il m'arrive parfois de tomber sur des propos tenus par des anciens ou sur des œuvres d'auteurs, voire des poètes païens, dont la chasteté, la sainteté, la divinité d'expression m'imposent cette conviction que leur esprit, cependant qu'ils écrivaient, était ému par quelque Dieu bienfaisant. Il est d'ailleurs possible que l'inspiration du Christ se soit propagée beaucoup plus loin que nous ne l'imaginons. Et là, nous avons quelque chose d'assez curieux, c'est de dire qu'au fond, avant le Christ, il y a déjà eu des visions tout aussi importantes et qu'il y aurait eu une sorte de christianisme avant le Christ. Ce qui est assez curieux et paradoxal, mais qui reflète au fond le fait que le christianisme s'est lui-même nourri philosophiquement de tous ces auteurs. Donc il y a un jeu ici assez subtil, trop subtil justement pour que l'Église soit confortable avec ça. Parallèlement, les humanistes chérissent l'esprit critique de Lucien, qui lui était extrêmement critique avec les religions. Et Erasme va utiliser Lucien et son humour dévastateur et burlesque pour démasquer et réduire au silence les imposteurs qui trompent la foule par des miracles de magiciens, par des faux pardons et de semblables artifices. Thomas More aussi voit dans Lucien un professeur de vérité, débarrassant de ses faux récits et mensonges la religion, la véritable religion. Et ça va leur poser des problèmes aussi, parce qu'ils vont s'attaquer à certaines habitudes chrétiennes de l'Église en les disant que c'est certains miracles, certaines dévotions, etc., en disant que c'est tout simplement des superstitions, comme Lucien l'avait fait à son époque. Enfin, les humanistes sont les apôtres de la tolérance, ce qui n'est pas non plus la valeur la plus revendiquée par l'Église à l'époque. Les utopiens, dit More, mettent au nombre de leurs institutions les plus anciennes celle qui prescrit de ne faire tort à personne pour sa religion. Utopus, à l'époque de la fondation de l'Empire, avait appris qu'avant son arrivée, les indigènes étaient en guerre continuelle au sujet de la religion. Il avait aussi remarqué que cette situation du pays lui en avait puissamment facilité la conquête, parce que les sectes dissidentes, au lieu de se réunir en masse, combattaient isolés et à part. Dès qu'il fut victorieux et maître, il se hâta de décréter la liberté de religion. Et donc ça, c'était une idée totalement révolutionnaire, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse reconnaître différentes religions comme se valant, étant égales, etc., était quelque chose qui, pour l'Église catholique, qui avait persécuté, massacré les hérétiques pendant des siècles, c'était inconcevable. Et très ironiquement et tragiquement, Thomas More sera lui-même exécuté pour ne pas avoir servi allégeance à Henri VIII, quand lui-même, dans la réforme protestante, s'est érigé en chef suprême de l'Église d'Angleterre. Vous avez d'ailleurs un des plus beaux films sur la Renaissance, qui est A Man for All Seasons de Fred Zinman, adapté de la pièce de Robert Bolt, qui raconte le procès de Thomas More. Et c'est vraiment un film extraordinaire et qui n'est pas évidemment tout simplement intéressant pour la Renaissance, puisque quand Zinman le fait en 1966, il est en train de dénoncer d'autres formes de persécution idéologique de son époque.
Le grand œuvre d'Érasme à ce sujet, c'est bien entendu l'Éloge de la folie, donc 1511, dédié à Thomas More, chez qui elle fut rédigée. Faisant son propre éloge, la folie montre que son empire s'étend à tous, aux petits et aux grands du monde. L'ouvrage devient alors une satire de la sottise humaine qui sert à critiquer toutes les classes sociales et à lever tous les masques. La forme ne surprit pas, dit Borio. On connaissait les sottis et toute la valeur corrosive au théâtre du discours faussement ingénu de mère sotte. Le principe est ici comparable, mais Érasme va plus loin. Lorsque Moria, folie, fait défiler devant elle ses sectataires, il s'en prend ainsi pour leurs pratiques religieuses aux nobles et aux princes qui, les uns, allument en plein midi des cierges en l'honneur d'une vierge dont ils se soucient peu d'imiter les vertus, et pour d'autres, abandonnent soudain tout chez eux pour gagner Rome ou Jérusalem où ils n'ont rien à faire. C'est une parodie évidemment des pèlerinages à Rome ou à Jérusalem. Quant aux théologiens, je ferais peut-être bien de n'en rien dire. Il n'est pas prudent de toucher ni de remuer ce qui sent mauvais. Il est en train de les traiter littéralement comme de la merde. Donc vous voyez qu'il y a un truc extrêmement radical dans les écrits d'Érasme et des humanistes. Ce sont des gens qui n'entendent pas la raillerie et qui prennent feu pour une bagatelle. Prennent feu, aussi ironie, par rapport à la coutume de brûler vivant leurs détracteurs. Ils pourraient bien m'accabler tout d'un coup d'un grêle d'arguments pour me forcer à chanter la palinodie ou me dénoncer partout comme hérétique si je refuse de le faire. Ils affectent un parler complexe, sans rapport avec la simplicité du langage d'un saint Paul. Il est vrai que saint Paul convertissait et qu'eux-mêmes en sont bien incapables. Toutes ces subtilités déjà si subtiles se subtilisent encore davantage en passant par tous les tours et détours de l'école. Et il vous serait plus aisé de sortir d'un labyrinthe que d'échapper des filets des réaux, des nominaux, des thomistes, des albertistes, des occamistes, des scotistes, et enfin de toutes les sectes théologiques dont je nomme ici que les principales. Vivre pour Érasme de façon chrétienne, ce n'est pas comme les moines singer la vie apostolique. Inutile de réformer une institution monastique qui est fondée elle-même sur des principes aberrants. Quant aux fastueux évêques, si loin de l'humilité des apôtres dont ils se proclament les successeurs, ils ont eux aussi trahi le Christ. Le discours d'Érasme s'achève alors sur l'éloge de la vraie folie, celle des Écritures, qui conduit à renoncer au monde et à s'abandonner aux volontés de Dieu. Et ici, vous avez une édition originale avec les annotations qui sont très intéressantes quand on s'intéresse aux humanistes, c'est de voir les annotations marginales qu'il mettait. Montaigne lui-même, qui a continuellement, jusqu'à la fin de sa vie, continué à annoter son texte, comme vous avez dans des éditions modernes, telles que celles que je vous ai recommandées. Et vous avez aussi ici une belle couverture donc, de l'édition que je vous ai recommandée pour l'éloge de la folie d'Érasme. Alors, pareil, dans un autre texte, qui est un dialogue entre un boucher et un poissonnier, qui est très similaire à Lucien, nouvelle critique de l'attachement à la superstition au détriment de la foi. Je vois et j'entends un tas de gens, s'exclame le boucher, pour qui l'essentiel de la piété se ramène à des lieux, à des vêtements, à des aliments déterminés, à des jeûnes, et qui s'appuient sur toutes ces choses pour juger leur prochain à l'encontre du précepte évangélique. Et quand Charon et Alastor, le fléau, discutent, c'est la guerre qui est critiquée, parce que la guerre de deux monarques, donc de François Ier et Charles Quint, qui chacun a été appuyé par l'Église. Et donc pour Érasme, c'est une absolue aberration que l'Église appuie la guerre, et encore plus aberrant que l'Église appuie dans le conflit les deux différents opposants. Donc, voilà, les colloques d'Érasme vont avoir une immense influence. Ils vont créer vraiment un courant à l'intérieur même de l'humanisme, qui est l'érasmisme, et ils vont être évidemment interdits et condamnés. Et les scolastiques vont l'accuser d'avoir provoqué la réforme protestante, et Érasme lui-même se moque de ça.
il vociférait que ce docteur Anne Erasmus Asinus était la cheville ouvrière, l'instigateur et le porte-enseigne de ce désordre universel qui ébranle actuellement tout le monde chrétien, que l'on devait porter au compte d'Erasme le déchirement de l'Église par tant de sectes, la spoliation des dîmes sacerdotales, le mépris qui frappe les évêques et la répétition de l'exemple des titans par les paysans, c'est-à-dire la grande révolte paysanne qui va traverser l'Allemagne. Mais au fond, ironiquement, Erasme avait été répudié par Luther de façon aussi radicale que par les catholiques. Luther, nous dit Borio, rompt avec l'humanisme chrétien lors d'une polémique avec Erasme, qui, dans la diatribe du libre arbitre, accordait à l'homme une certaine part dans l'œuvre du salut, alors que pour Luther, dans Ducer arbitre, il n'est aucune liberté à l'homme, dont la volonté, telle une bête de somme, va où Dieu le souhaite quand c'est lui qui la monte, et où Satan le désire quand c'est lui qui la conduit. La foi est donc, chez un homme, le signe et la marque de la grâce de Dieu. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'il y a un libre arbitre où vraiment l'homme peut gagner son salut par lui-même, ce que affirme Erasme, ou au contraire, chez Luther, ce n'est pas l'homme qui gagne son salut, c'est Dieu qui lui donne la grâce. Et donc, là aussi, coupure totale entre l'humanisme, Erasme et Luther. Et Luther dit, Erasme ne voit absolument pas ce que c'est la renaissance, la rénovation, la régénération de l'homme, œuvre exclusive de l'esprit. Si nous croyons que le Christ a racheté les hommes de son sang, nous sommes obligés de confesser que la nature entière était perdue. Autrement, ou nous rendons le Christ superflu, ou nous en faisons le Rédempteur de la part la plus vile de l'homme. Et Erasme lui-même se désole. Il dit, les écrits de Luther ont fourni aux obscurantistes de Louvain, c'est-à-dire les calvinistes, toute matière de s'attaquer aux belles lettres et d'accuser tous les savants d'hérésie. Et donc, ça va être vraiment le grand problème de la Renaissance, comment concilier, quelle part réserver à la philosophie antique, etc. D'où le problème de l'incroyance, ce que Lucien Febvre, l'historien, appelle le problème de l'incroyance, et qui va continuer à être une grande question pendant toute la modernité, jusqu'au XVIIIe et au XIXe, et au fond jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État, etc. Dans son livre de référence, Le problème de la croyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais, Febvre envisage le problème de l'outillage mental, ce qu'il appelle l'outillage mental des hommes du XVIe siècle. Et il dit, au fond, la thèse de Febvre, c'est qu'il n'était pas possible de ne pas croire en Dieu au XVIe siècle. Il n'y avait pas l'outillage mental qui permettait de mettre en cause Dieu. Et c'est très intéressant, et le livre de Febvre est vraiment un grand livre, non seulement sur la Renaissance, mais un des grands livres d'histoire du XXe siècle. Mais en même temps, comme souvent, au fond, Febvre ignore un peu ou minimise des éléments qui, depuis, ont été étudiés par beaucoup d'historiens et de philosophes. Et au fond, c'est cette partie-là, la partie qu'on appellera un peu anachroniquement libertine, puisque les libertins seront au XVIIe siècle ceux qui vont se nourrir de cette partie-là de l'humanisme qui était plus sceptique, voire incroyante. Et la question, c'est toujours de savoir, bon, effectivement, on ne pouvait pas publier ces choses-là. On ne pouvait pas affirmer dans un livre publié que Dieu n'existait pas. Mais il y avait toutes sortes de stratégies de dissimulation qui sont ce qui intéresse le plus maintenant quand on travaille sur la philosophie de cette période. C'est comment les auteurs ont quand même réussi à énoncer des idées qui étaient interdites, voire impossibles, par différents biais. Ainsi, par exemple, dans les commentaires sur la langue latine d'Étienne Dolé, il y a un jeu assez curieux parce que ça se présente comme un commentaire des mots de la langue latine. Mais à partir de ces commentaires, il y a des idées très sulfureuses qui sont annoncées. Par exemple, le miracle, c'est tout ce qui peut provoquer l'étonnement. Quant au miracle que les chrétiens disent aujourd'hui digne d'admiration, les anciens les plaçaient parmi les choses laides. Ils voyaient en effet dans les miracles des choses monstrueuses ou horribles. Et là, vous voyez qu'il y a
une sorte de position du narrateur, on est dans un discours et pas dans un récit, mais plutôt du locuteur. Il y a une distanciation totale par rapport au christianisme. Les chrétiens disent aujourd'hui, donc vraiment c'est l'idée, c'est pas du tout comme, c'est considéré comme une sorte de secte parmi d'autres. Plus radical, le Cymbalum Mundi en français, contenant 4 dialogues poétiques, fort antiques, joyeux et facétieux, que l'on attribue généralement au secrétaire et amant de Marguerite de Valois, Bonaventure des Périers. On y voit Mercure, qui pourrait bien être le Christ, descendu dans un cabaret, donc dans un bar malfamé, dont l'hôtesse sert un vin de bonne meilleur que le nectar de Jupiter. Est-ce là une caricature de la transsubstantiation et donc de l'Eucharistie? Lui-même, au deuxième dialogue, se présente comme un charlatan, grand auteur de tous abus et tromperies, et brise la pierre philosophale, est-ce l'Évangile, dont les représentants des diverses sectes, Erasme, Luther, ramassent à terre les morceaux. Peu importe, puisque cette pierre n'était faite que de larcin, donc de vol, plagiat, emprunt aux philosophies anciennes. Et donc, je vous cite une partie du dialogue. Semble, je voudrais que tu aies vu un peu le divertissement, comment ils se battent entre eux par terre et comment ils sautent des mains l'un de l'autre les miettes de sable qu'ils trouvent, comment ils grimacent quand ils viennent à comparer ce qu'ils en ont trouvé. L'un se vante qu'il en a plus que son compagnon, l'autre lui dit que ce n'est pas de la vraie. L'un veut enseigner aux autres comment il faut faire pour en trouver, même s'il ne peut en trouver lui-même. L'autre lui répond qu'il le sait aussi bien et même mieux que lui. L'un dit que pour en trouver, il faut se vêtir en rouge et vert, l'autre dit qu'il vaudrait mieux être vêtu de jaune et de bleu. L'un est d'avis qu'il ne faut manger que 6 fois par jour avec une certaine diète, l'autre soutient que coucher avec les femmes n'est pas bon. L'un dit qu'il faut au contraire se faire aller la chandelle, et ce, même en plein jour. L'autre dit le contraire, il crie, il se démène, il s'injurie, et Dieu sait les procès criminels qui en résultent, tellement qu'il n'y a cour, rue, temple, fontaine, four, moulin, place, cabaret, ni bordel, qui ne soient pleins de leurs paroles, bavardages, disputes, sectes et envies. Et il y en a certains d'entre eux qui sont si arrogants et opiniâtres que, étant donné la grande conviction qu'ils ont que le sable choisi par eux est de la vraie pierre philosophale, promettent de rendre raison et de juger de tout, des cieux, des Champs-Élysées, du vice, de la vertu, de la vie, de la mort, de la paix, de la guerre, du passé, de l'avenir, de toutes choses et de plusieurs autres encore, tellement qu'il n'y a rien dans ce monde sur quoi il ne faut qu'ils tiennent leurs propos, et ce, jusque sur les petits chiens des garces des druides et les poupées de leurs petits-enfants. Bref, c'est le plus beau passe-temps et la plus joyeuse risée que de considérer cette façon de faire que jamais l'on a vue et dont jamais l'on a entendu parler. Donc, vous voyez que dans le Cymbalum Mundi, il y a une attaque radicale et frontale de toutes les écoles religieuses et philosophiques de son époque. Faut-il alors voir dans le troisième dialogue, dans les plaintes de la jeune fille restée sourde aux appels de l'amour, une critique des vœux monastiques? Au quatrième dialogue, 2 chiens dotés de paroles, Pamphagus le goulu et Ialactor l'aboyeur, se disputent. La leçon de leur entretien est que ce dont doit rester caché aux humains. Leçon de prudence, invitation au silence, surtout lorsqu'on met radicalement en cause le dogme des églises chrétiennes. Et Despériers va se suicider en 1544 dans la plus totale misère. Et ce livre, qui maintenant est très important pour notre connaissance justement de la dissidence au sein même de l'humanisme par rapport à la religion révélée, va être pendant longtemps très, très méconnu et, et persécuté. Alors, Guillaume Postel écrit justement « Quelques-uns ont fait de leur impiété une profession publique. Je n'en veux d'autre preuve que le détestable traité des 3 prophètes, le Cymbalum Mundi, le Pantagruel et les Nouvelles-Îles, dont les auteurs étaient autrefois les chefs du parti luthérien. » Ce qui est une accusation totalement fausse et qui montre donc un schisme qui se fait de plus en plus évident. Et c'est ainsi qu'il va y avoir des persécutions. L'Académie romaine va être persécutée. Un des traducteurs d'Érasme va être brûlé en place de Grève en 1529. Et ces tensions vont éclater à l'époque de la contre-réforme, lorsque l'on crée l'index, comme on avait dit, et que beaucoup de ces textes vont être mis à l'index, donc interdits de publication et de lecture, sous peine d'excommunication, donc damnation par rapport à un chrétien. Et en 1546, Étienne Dolé, traducteur de Cicéron, éditeur de Christian Marot, grand humaniste, est brûlé vif, place Mauvert, avec les ballots des livres interdits
que l'on avait saisies chez lui. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a juste donc, une renaissance, un humanisme, etc., etc. On voit bien qu'il y avait quantité de conflits, notamment autour de la religion. Et nous arrivons maintenant à la question de la politique. Nous avons déjà évoqué la question donc, de l'humanisme civique. Et le premier monument politique de la Renaissance est bien entendu Le Prince de Machiavel. Et le titre original, c'était Des Princes, au pluriel, qui est dédié à Laurent de Médicis. Comprendre les enjeux de l'écriture du Prince implique d'avoir à l'esprit les incessantes guerres d'Italie et leurs effets sur Florence, la cité de Machiavel, écrit Fournel dans son article pour l'Encyclopædia Universalis. Et comme toujours, je vous conseille vivement d'aller voir dans l'Encyclopædia Universalis parce que les articles sont extrêmement importants. Donc, il n'y a pas tous les articles sur tout, comme vous trouvez par exemple sur Wikipédia, mais ce n'est pas une encyclopédie de toutes les notions, etc. Mais ceux qui sont traités de façon absolument incontournable. Donc, tout a été bouleversé par l'arrivée des troupes françaises en Italie. Le langage de la guerre a transformé les deux vieux langages dominants du droit et de la vertu classique. Désormais, l'homme vertueux ne peut plus être simplement un individu singulier à qui ses qualités personnelles, sa formation et la juste conception de ses devoirs de citoyen ou de bon chrétien assurent un rôle privilégié dans l'État et dans l'histoire. La mesure de la vertu, c'est désormais, pour Machiavel, la capacité à répondre aux défis des temps contraires, à ne pas se soumettre passivement à la fortune. Et ce que l'on retrouve surtout chez Machiavel, c'est la dialectique de la fortune et de la vertu. La fortune aveugle l'esprit des hommes quand elle ne veut pas qu'il s'oppose à ses desseins, écrit-il. Telle est la marche de la fortune. Quand elle veut conduire un grand projet à bien, elle choisit un homme d'un esprit et d'une vertu telle qui lui permettent de reconnaître l'occasion ainsi offerte. De même, lorsqu'elle prépare le bouleversement d'un empire, elle place à sa tête des hommes capables d'en hâter la chute. C'est vraiment l'idée de la fortuna classique. Ce n'est plus du tout la providence divine. Et là aussi, Machiavel va être totalement laminé par l'index de la contre-réforme. Il dit, au fond, le monde est régi non pas par la providence, par Dieu, mais par quelque chose qui est de l'ordre du hasard, qui est la fortune. Et il faut savoir la reconnaître pour pouvoir la plier à sa propre volonté. Dès lors, la politique est l'art de calculer des moments en sachant qu'ils sont instables, précaires, rapidement changeants, parce qu'ils ne renvoient à rien d'autre qu'au caprice de la fortune, soit de l'histoire. Évidemment, Machiavel ne croit pas à la déesse fortune. Il nous signifie simplement que l'entrée en politique s'inaugure par l'acceptation d'une déroute de l'intelligence et par une promotion corrélative de la pure volonté d'agir. Cette volonté de pouvoir, c'est la virtu, qu'on ne peut pas traduire tout simplement par vertu. C'est beaucoup plus compliqué, et surtout pas par la vertu chrétienne, parce que là, c'est un peu aux antipodes presque. Le pouvoir marque la rencontre, pour un temps nécessairement limité, d'une façon toujours précaire et inévitablement polémique, entre la vertu d'un prince et une occasion de la fortune. Donc le grand prince, le grand politique, c'est celui qui sait saisir l'occasion présentée par l'histoire et qui sait intervenir au moment précis, ni avant ni après, mais le moment juste. Et c'est là où il obtient le pouvoir, où il conserve le pouvoir, etc. L'action individuelle de celui qui saisit l'occasion de culbuter la fortune est ainsi indissociable de la volonté d'instaurer des institutions qui puissent garantir la diffusion de la vertu. L'intervention héroïque du prince nouveau, comme la dictature provisoire des anciens, devient alors un moyen ponctuel d'échapper au cercle infernal de la corruption qui menace la cité. Parce qu'au fond, ce que Machiavel essaye de faire, c'est de repolitiser la République de Florence. Et donc, c'est la fortune. On va toujours accuser Machiavel en le simplifiant avec le truc de la fin justifie les moyens, mais ce que Machiavel est en train de dire, c'est qu'il faut résister et maîtriser la fortuna, les changements de l'histoire. Et dès lors que la fortune est souvent déploiement de violence dans la guerre interne ou externe, Machiavel entend donner aux citoyens une possibilité de marquer sa place et d'agir dans les bouleversements de l'histoire. Donc, il est courant de voir en lui
surtout par exemple dans le théâtre élisabétain, chez Shakespeare, Marlowe, etc. Il y a même une figure qu'on appelle les Machiavel. C'est un archétype, un type tragique ou comique, et qui est celui qui est tout le temps en train de comploter et qui, c'est donc c'est le servant d'Othello qui pousse Othello à tuer sa femme. C'est toujours ces personnages-là qui sont extrêmement pernicieux et dangereux. Et on a fait de Machiavel un monstre, littéralement, et l'image même de la coupure avec la morale, une coupure qui inaugurerait d'ailleurs la modernité. Pourtant, ce qui se joue dans ce rapport des temps et des hommes concernerait plutôt l'éthique. C'est l'exhortation finale du prince qui dit qu'il faut libérer l'Italie des barbares, c'est-à-dire des Espagnols et des Français, qui donne un sens à l'ouvrage et fait de la rédemption de l'Italie son véritable enjeu. Et l'influence du machiavélisme et surtout de l'anti-machiavélisme, la dénonciation du machiavélisme étant d'ailleurs passée dans le langage courant, va être un des vecteurs politiques de la Renaissance. Et à l'autre bout de l'Europe, Thomas More publie, lui, l'Utopie, 1516. Alors, le livre 1 de l'Utopie est consacré à la critique des institutions contemporaines. Raphaël Itlode, un Portugais, qui est naufragé, critique sévèrement les vices des monarchies européennes. Amour de la guerre, ineptie conservatrice des conseils, oisiveté des nobles, indifférence à la misère et au chômage. Et il dit, ce qui est assez fort pour l'époque, la pauvreté du peuple est le rempart de la monarchie. L'indigence et la misère dégradent les courages, abrutissent les âmes, les façonnent à la souffrance et à l'esclavage et les compriment au point de leur ôter l'énergie nécessaire pour secouer le joug. Après une critique de la peine de mort et des malversations financières des princes, Raphaël dénonce le droit de propriété comme la source de tous les maux. Et évidemment, Marx va s'en souvenir. Je rends pleine justice à Platon, et je ne m'étonne plus qu'il ait dédaigné de faire des lois pour les peuples qui repoussent la communauté des biens. Ce grand génie avait aisément prévu que le seul moyen d'organiser le bonheur public, c'était l'application du principe de l'égalité. L'unique moyen de distribuer les biens avec égalité, avec justice, et de constituer le bonheur du genre humain, c'est l'abolition de la propriété. Bon, cette idée était méga révolutionnaire en 1516, elle l'est toujours de nos jours. Donc, c'est dire si la modernité a à la fois connu cette utopie au sens premier que lui donne More et de quelle manière aussi nous vivons dans le déni de cette utopie. Le livre 2 est un tableau des institutions et les mœurs de l'île d'Utopie ou topos, c'est-à-dire nulle part. La suppression de la propriété aboutit à un collectivisme absolu, un dirigisme d'État qui règle tous les travaux, tous les plaisirs, tous les repos, et fait régner une prospérité fondée sur le respect d'un code simple et juste. Le but des institutions sociales en utopie est de fournir d'abord aux besoins de la consommation publique et individuelle, puis de laisser à chacun le plus de temps possible pour s'affranchir de la servitude du corps, cultiver librement son esprit, développer ses facultés intellectuelles par l'étude des sciences et des lettres. C'est dans ce développement complet qu'ils font consister le vrai bonheur. À la fin du XVIe, la réflexion politique va changer. À la remise en cause des principes de la foi religieuse traditionnelle fait écho une inquiétude générale en matière de pensée politique, dit Borio, surtout à partir du moment où les guerres civiles dites de religion sapent les fondements d'un pouvoir royal que l'on croyait jusqu'alors fermement assis. Au doute religieux qui amène à distinguer foi et raison correspond une crise de la raison idéologique où l'on s'interrogera, prolongeant la réflexion antique, sur le meilleur pouvoir et, en général, sur les rapports de la morale et de la politique. L'humanisme, globalement parlant, est royaliste. Il va célébrer les vertus de la monarchie et c'est un peu le principe de la monarchie qu'on appellera bien plus tard les monarchies éclairées. C'est le sens de l'institution du prince chrétien d'Érasme qui s'oppose à Machiavel et qui dit « Nul n'est prince s'il n'est homme de bien ». Et je vous laisse lire
un peu la citation qui suit. Et pour lui, donc, le bon roi trouve toujours du charme dans la liberté des citoyens. Et il l'oppose au tyran. Le tyran a pour la conservation de sa personne des gardes mercenaires et des brigands, alors que le roi, le bon roi, pense que sa bienveillance envers les citoyens et ce même sentiment à son égard chez ses sujets suffisent à sa sauvegarde. Cela va de pair avec chez Erasme avec un véritable pacifisme. Et il s'est défini lui-même en disant parlant de lui à la troisième personne, comme un certain polygraphe qui ne cesse d'user de sa plume pour faire haïr la guerre et aimer la paix. Régnez sur vos États, soyez un bon voisin, et que désormais la seule rivalité qui nous mette aux prises soit de montrer qui vaincra l'autre en bonne foi, en service et en mansuétude. Ne luttons plus à qui étendra le plus loin ses possessions, mais à qui administrera le plus sagement ses terres, écrit-il dans l'Ichthyophagie. Et c'est les conseils que reprendra Gargantua contre le furieux et ridicule Picrochole lors des guerres picrocholines. Mais des tensions sociopolitiques croissantes vont mener à une remise en cause radicale des rêves de ce qu'on appelle parfois le beau XVIe siècle, c'est-à-dire la première partie du XVIe, avant les guerres de religion, justement. Et en juillet 1548, plusieurs milliers de Guyanais venus à Bordeaux protester contre un nouvel impôt sur le sel massacrèrent le lieutenant du roi et qui était venu parlementer avec eux. Henri II dépêcha toute une armée sur le lieu. Il y eut plus de 100 condamnations à mort ou aux galères. On suspendit le Parlement. Et c'est ce qui va inspirer un jeune étudiant qui avait alors 18 ans, Étienne de la Boétie, féru d'humanisme, d'histoire ancienne, à envisager cette répression brutale à la lumière de sa culture d'humaniste et à créer un des textes les plus radicaux de l'époque du point de vue politique, Discours de la servitude volontaire, où il expose les raisons pour lesquelles la monarchie dégénère obligatoirement en tyrannie. La Boétie invite en effet son lecteur à réfléchir sur le principe même du pouvoir royal. Se donner un maître, cela est contraire à la nature qui nulle part n'offre le modèle d'une institution tyrannique et contraire à la raison. Mais ô bon Dieu, que peut être cela? Comment dirons-nous que cela s'appelle? Quel malheur est celui-là? Quel vice, ou plutôt quel malheureux vice, voir un nombre infini de personnes, non pas obéir, mais servir, non pas gouverner, mais tyranniser, n'ayant ni bien, ni parents, femmes, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux, souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare, mais d'un seul, non pas d'un Hercule, ni d'un Samson, mais d'un seul homme, et le plus souvent le plus lâche et fainéant de la nation. Pour ce qui est de la nature, on voit bien le côté totalement militant et polémique de ce texte, écrit sous l'impact et l'effet de cette répression de 1548. Pour ce qui est de la nature, elle nous a fait obéissants aux parents, sujets à la raison et sert de personne. Et même si la raison en nous se trouve affaiblie, il nous suffit de voir que chez les animaux même, la liberté est consubstantielle à la vie. D'où vient alors que nous acceptons la servitude? Et c'est la grande question que pose la Boétie, et c'est la grande question que vont continuer à se poser tous les révolutionnaires par la suite. La faute pour la Boétie en incombe à la coutume. Le tyran fait même aimer cette servitude à son peuple en lui fournissant les alléchements, spectacles et autres drogueries capables de l'endormir. Il parvient à lui faire croire qu'il possède des pouvoirs dépassant la nature humaine. Mais la plus grande force du tyran, c'est de créer ce que nous appellerions une bureaucratie destinée à conforter son propre pouvoir. Ainsi, le tyran asservit les uns par le moyen des autres. En fin de compte, comme on voit à travers tous ces éléments politiques, religieux, etc., les classiques renaissent à la Renaissance, donc non pas comme la récréation radicale d'une tradition ou le processus d'une simple réappropriation, pas indépendamment des événements politiques, économiques et sociaux, mais comme une partie de l'équipement mental d'une époque, une partie de la façon dont les gens de la Renaissance donnent un sens au monde qui les entourait. Et nous l'avons vu pour la Boétie, pour Erasme, etc. C'est ça qui est important pour eux, c'est redécouvrir dans l'Antiquité ce qui leur permet de comprendre mieux leur propre époque, leur propre individualité
etc. Alors, que va-t-il arriver avec l'humanisme par la suite? Il va y avoir la réforme, la révolution scientifique et les nouvelles esthétiques, le baroque, le classicisme. Et l'idéal de l'humaniste va changer. Il va devenir celui de ce qu'on appellera l'honnête homme. C'est le titre d'un traité de Nicolas Faré en 1630, donc après la période considérée comme la Renaissance. Il va y avoir le modèle du savant, qui va devenir celui du scientifique. Il va y avoir le modèle des gens de lettres. Et tous ces modèles-là vont être un peu une sorte de fragmentation de l'humanisme. À la confluence des deux types, Descartes affirme, dans la recherche de la vérité par la lumière naturelle, un honnête homme n'est pas obligé de savoir le grec ou le latin que le suisse ou le bas-breton, ni l'histoire de l'Empire que du moindre État qui soit en Europe, et qu'il doit seulement prendre garde à employer son loisir en choses honnêtes et utiles, et à ne charger sa mémoire que des plus nécessaires. Donc on voit déjà que chez Descartes, il y a déjà une génération tout à fait différente que celle du début de l'humanisme, et il va y avoir une autre révolution. Mais c'est toutefois au XIXe siècle que pour la première fois, l'attribut se transforme en substantif. On avait parlé des humanistes, mais on n'avait jamais parlé d'humanisme à l'époque de l'humanisme. Et c'est en 1809 qu'on va baptiser l'humanisme, c'est-à-dire la dévotion à la littérature de la Grèce et de la Rome antique et aux valeurs humaines qui peuvent en découler. Humanismus est introduit pour désigner l'enseignement classique en général, par la suite, et plus encore pour l'époque et la réalisation des humanistes italiens. Et l'idéologie du XIXe siècle bourgeois y voit une sorte de récit des origines. Ainsi, Cordis Lamont décrit l'humanisme de la Renaissance comme d'abord et avant tout une révolte contre le christianisme médiéval, un détournement de la préoccupation de l'immortalité personnelle pour tirer le meilleur parti de la vie dans ce monde. Et donc l'affirmation de la joie de vivre contre l'ascétisme, le nouveau type d'homme, l'homme universel, une personnalité aux multiples facettes qui se délecte de toutes sortes de réalisations terrestres, telles que Da Vinci ou Michel-Ange. L'humanisme, dit Partner, n'était pas un programme idéologique, mais un ensemble de connaissances littéraires et de compétences linguistiques fondées sur la renaissance des bonnes lettres, qui était une renaissance de la philologie et de la grammaire. C'est ainsi que le mot avait été compris par les contemporains. Et il dit, si les chercheurs acceptaient d'avoir le mot dans ce sens-là, ça enlèverait toutes les polémiques autour de l'humanisme qu'il a pu y avoir par la suite. Et il conteste l'idée que c'était un mouvement univoque, hostile à l'Église ou à l'ordre conservateur, tel que l'affirme le 19e. Et Lucien Febvre dit lui aussi, prétendre faire du XVIe siècle un siècle sceptique, un siècle libertin, un siècle rationaliste et le glorifier comme tel serait la pire des erreurs et des illusions. Toutefois, en embrassant une base philosophique non théiste, les méthodes des humanistes, combinées à leur éloquence, auraient quand même finalement eu un effet corrosif sur l'autorité établie. C'est à partir de la Renaissance, dit Guinness, que l'humanisme séculier moderne s'est développé, avec l'apparition d'une importante scission entre la raison et la religion. Cela s'est produit lorsque l'autorité complaisante de l'Église a été exposée dans deux domaines essentiels, dans le domaine scientifique, avec la révolution scientifique, et dans la théologie, avec Erasme. C'est la version idéalisée de l'humanisme de la Renaissance, relue et corrigée par ce qu'on a appelé parfois le stupide XIXe siècle, qui va être critiquée à la suite de Nietzsche tout au long du XXe siècle, de Heidegger aux post-structuralistes, voire plus récemment les post-humanistes et les transhumanistes. Dans Humanism de 1997, Tony Davis reconnaît qu'après les horreurs des guerres mondiales et autres du XXe siècle, il ne devrait plus être possible de formuler des phrases telles que le destin de l'homme ou le triomphe de la raison humaine sans une conscience immédiate de la folie et de la brutalité qu'elle traîne derrière elle. Car il est presque impossible de penser à un crime qui n'ait pas été commis au nom de la raison humaine. Pourtant, poursuit-il, il serait imprudent d'abandonner purement et simplement le terrain occupé par les humanismes historiques.
D'une part, l'humanisme reste, dans bien des cas, la seule alternative possible au sectarisme et à la persécution. La liberté de parler et d'écrire, de s'organiser et de faire campagne pour défendre des intérêts individuels ou collectifs, de protester et de désobéir, tout cela ne peut s'exprimer qu'en termes humanistes. Merci, à la prochaine.